Activité 10. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ces médiateurs, vous? Qu'ils servent à beaucoup de choses. Quand il y a des soucis dans le collège, ils sont là pour nous aider et tout. Ouais, moi je suis pour les médiateurs. Pour les mettre du sécu. Au lieu de provoquer une bagarre, ils nous disent de pas se battre et tout. Pour empêcher les émouements à la fin des cours et tout. Les médiateurs, ils sont trop petits, il n'y a même pas de troisième dans les médiateurs. Si, moi j'aimerais bien être médiateur, parce que dans ma tête, moi j'ai un petit bout de solution pour trouver comment aider les autres, comment être un bon sixième et tout. Nous on essaie d'avoir une bonne image et tout. C'est un peu dur, hein, parce qu'il faut d'abord bien se faire respecter. Les médiateurs des sixièmes, cinquièmes et tout, par exemple, s'il y a une embrouille avec des troisièmes, ils peuvent rien faire. Et c'est pas bon la violence, madame, c'est pas bon la violence. Il faut être tranquille, voilà. Et toi, tu les connais, les médiatrices? Non, même pas. Je savais même pas qu'il y avait des médiateurs ici. Et à quoi ça sert, d'avoir des médiateurs dans un collège? En fait, la médiation, ça a pour but de mettre la paix dans le collège et d'arrêter la violence. Mais la violence est toujours là. Moins qu'avant, certes, mais elle est toujours là. Enfin, la violence, c'est quand ils se tapent, mais il y a aussi des insultes. Moi, je préfère avec les médiateurs, car comme ça, il n'y a pas de sanction et tout le monde est content. Je suis d'accord, mais avec les adultes, ils s'y connaissent un peu, ils connaissent la vie mieux que nous, mais bon. Mais ensuite, c'est vrai que quand on est avec des enfants de notre âge, c'est mieux. Parce qu'on n'est pas timide, on sait ce qu'on doit dire, et puis les enfants qui ont notre âge nous connaissent mieux que les adultes nous connaissent. Activité 10. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ces médiateurs, vous? Qu'ils servent à beaucoup de choses. Quand il y a des soucis dans le collège, ils sont là pour nous aider et tout. Ouais, moi je suis pour les médiateurs. Pour les mettre du sécu. Au lieu de provoquer une bagarre, ils nous disent de pas se battre et tout. Pour empêcher les émouements à la fin des cours et tout. Les médiateurs, ils sont trop petits, il n'y a même pas de troisième dans les médiateurs. Si, moi j'aimerais bien être médiateur, parce que dans ma tête, moi j'ai un petit bout de solution pour trouver comment aider les autres, comment être un bon sixième et tout. Nous on essaie d'avoir une bonne image et tout. C'est un peu dur, hein, parce qu'il faut d'abord bien se faire respecter. Les médiateurs des sixièmes, cinquièmes et tout, par exemple, s'il y a une embrouille avec des troisièmes, ils peuvent rien faire. Et c'est pas bon la violence, madame, c'est pas bon la violence. Il faut être tranquille, voilà. Et toi, tu les connais, les médiatrices? Non, même pas. Je savais même pas qu'il y avait des médiateurs ici. Et à quoi ça sert, d'avoir des médiateurs dans un collège? En fait, la médiation, ça a pour but de mettre la paix dans le collège et d'arrêter la violence. Mais la violence est toujours là. Moins qu'avant, certes, mais elle est toujours là. Enfin, la violence, c'est quand ils se tapent, mais il y a aussi des insultes. Moi, je préfère avec les médiateurs, car comme ça, il n'y a pas de sanction et tout le monde est content. Je suis d'accord, mais avec les adultes, ils s'y connaissent un peu, ils connaissent la vie mieux que nous, mais bon. Mais ensuite, c'est vrai que quand on est avec des enfants de notre âge, c'est mieux. Parce qu'on n'est pas timide, on sait ce qu'on doit dire, et puis les enfants qui ont notre âge nous connaissent mieux que les adultes nous connaissent. Activité 10. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ces médiateurs, vous? Qu'ils servent à beaucoup de choses. Quand il y a des soucis dans le collège, ils sont là pour nous aider et tout. Ouais, moi je suis pour les médiateurs. Pour les mettre du sécu. Au lieu de provoquer une bagarre, ils nous disent de pas se battre et tout. Pour empêcher les émouements à la fin des cours et tout. Les médiateurs, ils sont trop petits, il n'y a même pas de troisième dans les médiateurs. Si, moi j'aimerais bien être médiateur, parce que dans ma tête, moi j'ai un petit bout de solution pour trouver comment aider les autres, comment être un bon sixième et tout. Nous on essaie d'avoir une bonne image et tout. C'est un peu dur, hein, parce qu'il faut d'abord bien se faire respecter. Les médiateurs des sixièmes, cinquièmes et tout, par exemple, s'il y a une embrouille avec des troisièmes, ils peuvent rien faire. Et c'est pas bon la violence, madame, c'est pas bon la violence. Il faut être tranquille, voilà. Et toi, tu les connais, les médiatrices? Non, même pas. Je savais même pas qu'il y avait des médiateurs ici. Et à quoi ça sert, d'avoir des médiateurs dans un collège? En fait, la médiation, ça a pour but de mettre la paix dans le collège et d'arrêter la violence. Mais la violence est toujours là. Moins qu'avant, certes, mais elle est toujours là. Enfin, la violence, c'est quand ils se tapent, mais il y a aussi des insultes. Moi, je préfère avec les médiateurs, car comme ça, il n'y a pas de sanction et tout le monde est content. Je
Je suis d'accord, mais avec les adultes, ils s'y connaissent un peu, ils connaissent la vie mieux que nous, mais bon. Mais ensuite, c'est vrai que quand on est avec des enfants de notre âge, c'est mieux. Parce qu'on n'est pas timide, on sait ce qu'on doit dire, et puis les enfants qui ont notre âge nous connaissent mieux que les adultes nous connaissent. Activité 11. La position de la photo de classe est ridicule parce qu'il faut mettre les jambes à droite ou à gauche, je sais plus, c'est pareil, où il y a la flèche, et il faut mettre sa tête tout droite. Donc du coup, nous, on veut se mettre un peu de profil parce que c'est pas beau d'être tout droit comme ça et de voir que ça. Quand c'est comme ça, c'est moins joli que quand c'est comme ça. Parce que la plupart des filles de nos jours ont la tête ronde. Donc si on se met un peu de profil, elle paraît moins ronde. T'aimes bien être pris en photo? Ouais, j'aime bien me regarder. Dans ma chambre, il y a plein de miroirs. C'est un réflexe de se regarder. Ça m'énerve. Les deux pieds sur la flèche, bien. J'ai l'impression d'être en prison. Pourquoi? Mais parce qu'on est devant, on doit se mettre bien comme ça, comme il faut. Et en fait, la photo de classe, c'est on doit tous être dans la même posture. On doit être tous pareils. Alors que normalement, on devrait être différents. Parce que tout le monde est différent. Et en fait, je trouve que ça ressemble assez à la société d'aujourd'hui. Tout le monde doit se comporter pareil, sinon on est rejeté et on n'est pas compris. Mais personne n'est pareil. Non, mais je tenais à dire que cette année, j'étais pas devant et que c'est rare que ça m'arrive parce que depuis le CP, je suis toujours au premier rang et là, j'étais content quand il a dit un grand pour le deuxième rang. Alors, voilà. Disons que maintenant, je m'en fiche un peu, mais il y a une époque où c'était plus dur. C'est un grand traumatisme. C'est quand même quelque chose qui a lieu tous les ans, c'est un peu une tradition, on s'y soumet par habitude, mais c'est pas le grand moment de l'année. Personnellement, c'est une journée comme les autres. Et vous êtes habillé différemment pour la photo ou pas forcément? J'ai simplement fait attention à qu'il n'y ait pas trop de tâches, qu'il y ait... voilà. Je suis professeur principal de la classe et je trouve ça très amusant la photo de classe. Ils ont été tous se recoiffés dans les toilettes avant, ils sont très très jolis là. Alors parfois ils ont tous les cheveux bleus, mais aujourd'hui c'est très très clean. Activité 11. La position de la photo de classe est ridicule parce qu'il faut mettre les jambes à droite ou à gauche, je sais plus, c'est pareil, où il y a la flèche, et il faut mettre sa tête tout droite. Donc du coup, nous, on veut se mettre un peu de profil parce que c'est pas beau d'être tout droit comme ça et de voir que ça. Quand c'est comme ça, c'est moins joli que quand c'est comme ça. Parce que la plupart des filles de nos jours ont la tête ronde. Donc si on se met un peu de profil, elle paraît moins ronde. T'aimes bien être pris en photo? Ouais, j'aime bien me regarder. Dans ma chambre, il y a plein de miroirs. C'est un réflexe de se regarder. Ça m'énerve. Les deux pieds sur la flèche, bien. J'ai l'impression d'être en prison. Pourquoi? Mais parce qu'on est devant, on doit se mettre bien comme ça, comme il faut. Et en fait, la photo de classe, c'est on doit tous être dans la même posture. On doit être tous pareils. Alors que normalement, on devrait être différents. Parce que tout le monde est différent. Et en fait, je trouve que ça ressemble assez à la société d'aujourd'hui. Tout le monde doit se comporter pareil, sinon on est rejeté et on n'est pas compris. Mais personne n'est pareil. Non, mais je tenais à dire que cette année, j'étais pas devant et que c'est rare que ça m'arrive parce que depuis le CP, je suis toujours au premier rang et là, j'étais content quand il a dit un grand pour le deuxième rang. Alors, voilà. Disons que maintenant, je m'en fiche un peu, mais il y a une époque où c'était plus dur. C'est un grand traumatisme. C'est quand même quelque chose qui a lieu tous les ans, c'est un peu une tradition, on s'y soumet par habitude, mais c'est pas le grand moment de l'année. Personnellement, c'est une journée comme les autres. Et vous êtes habillé différemment pour la photo ou pas forcément? J'ai simplement fait attention à qu'il n'y ait pas trop de tâches, qu'il y ait... voilà. Je suis professeur principal de la classe et je trouve ça très amusant la photo de classe. Ils ont été tous se recoiffés dans les toilettes avant, ils sont très très jolis là. Alors parfois ils ont tous les cheveux bleus, mais aujourd'hui c'est très très clean. Activité 12. Extrait 1. C'est un film sur un amour romantique qui sort tout droit du frigidaire. C'est beau, mais on ne ressent rien. Extrait 2. Ce film est magnifique, avec quelques scènes sublimes, une beauté, une émotion, une originalité. Son absence au palmarès de Cannes est injustifiée.
Extrait 3. Très beau film, mais trop beau film. J'ai repensé à Mademoiselle Chambon, tellement plus simple, tellement moins enrubanné. Extrait 4. Ce film est sans âme et on ne croit pas une seconde à leur histoire. Extrait 5. Un film d'une éblouissante beauté, non seulement visuelle, mais aussi psychologique. Extrait 6. Je suis restée complètement en dehors, à peine émue et très déçue, malgré les belles images. Extrait 7. Ce film est vraiment magnifique. Moi qui dédaigne l'académisme, je trouve qu'ici la beauté le sublime, et je ne comprends pas qu'il n'ait pas reçu de récompense à Cannes. Abicorniche est époustouflante. Activité 12. Extrait 1. C'est un film sur un amour romantique qui sort tout droit du frigidaire. C'est beau, mais on ne ressent rien. Extrait 2. Ce film est magnifique, avec quelques scènes sublimes, une beauté, une émotion, une originalité. Son absence au palmarès de Cannes est injustifiée. Extrait 3. Très beau film, mais trop beau film. J'ai repensé à Mademoiselle Chambon, tellement plus simple, tellement moins enrubanné. Extrait 4. Ce film est sans âme et on ne croit pas une seconde à leur histoire. Extrait 5. Un film d'une éblouissante beauté, non seulement visuelle, mais aussi psychologique. Extrait 6. Je suis restée complètement en dehors, à peine émue et très déçue, malgré les belles images. Extrait 7. Ce film est vraiment magnifique. Moi qui dédaigne l'académisme, je trouve qu'ici la beauté le sublime, et je ne comprends pas qu'il n'ait pas reçu de récompense à Cannes. Abicorniche est époustouflante. Activité 13. Extrait 1. C'est quand même curieux cette formule, le bac garanti ou remboursé. On a un petit peu l'impression que c'est un diplôme qui... Suite de l'extrait 1. Et qui est exactement mis sur le même niveau qu'un robot mixeur ou un aspirateur. Extrait 2. Alors, est-ce qu'on peut faire la comparaison, Anthony Rollet, avec Les Misérables, un phénomène éditorial du 19e siècle, et ce qu'on vit aujourd'hui? Quand on dit le best-seller, on entend aussi, c'est pas seulement un nombre de ventes, c'est aussi un type de lecteur et un type de lecture. Alors, d'abord, je ne connais pas un seul éditeur, ni en France ni ailleurs, qui ne souhaite pas devenir un seller. On publie pour vendre. Un éditeur, c'est d'abord un passeur. Et donc, il y a chez tout éditeur, cessons d'être hypocrite, l'ambition d'être un vendeur de plus de livres possible. Bon, il se trouve que quelquefois on fait 300, d'autres fois on fait 300 000. Bon, très bien. Extrait 3. Vous parliez de quotas dans l'entreprise ou de quotas dans les conseils d'administration. Est-ce que vous seriez favorable à une mesure plus large? Oui, moi je suis favorable donc à des quotas dans les conseils d'administration et à des objectifs chiffrés dans l'entreprise. Parce que sans objectifs chiffrés, je le répète, on ne fera rien. J'entendais parler du problème qui est important, effectivement, les hauts potentiels, mais même les potentiels moins, c'est pas un problème. La carrière des femmes, il est clair qu'elle s'infléchit au retour des congés de maternité. Si vous ne mettez pas en place une politique de coaching, de tutorat, enfin que sais-je, on sait faire, des politiques d'accompagnement, je dirais, des congés de maternité, ça c'est vrai que les carrières vont s'infléchir. Si vous ne fixez pas des objectifs et des pourcentages en matière de taux de femmes accompagnées au retour de leur congé de maternité, et j'évoque le mot à dessein de promotion professionnelle, d'évolution professionnelle,
Moi, je vous fiche mon billet qu'il ne se passera rien et que dans 10 ans, on refait le même débat. Activité 14. Les moins de 30 ans ont grandi au milieu des ordinateurs, des jeux vidéo. Ils sont constamment sur écran, des écrans où ils cliquent partout, où le texte est mêlé au son, à l'image, à la vidéo. Alors en face, le papier imprimé leur paraît bien fade. Vous savez, un peu comme un film en noir et blanc, quand on a été habitué au film en couleur. C'est une tendance. Activité 14. Les moins de 30 ans ont grandi au milieu des ordinateurs, des jeux vidéo. Ils sont constamment sur écran, des écrans où ils cliquent partout, où le texte est mêlé au son, à l'image, à la vidéo. Alors en face, le papier imprimé leur paraît bien fade. Vous savez, un peu comme un film en noir et blanc, quand on a été habitué au film en couleur. C'est une tendance. Activité 15. Extrait 1. Ce qui est catastrophique selon moi, c'est qu'on fait croire aux enfants depuis quelques années que les études, ça sert à gagner de l'argent. Je ne suis pas d'accord. Les études, ça sert à se cultiver, à apprendre à réfléchir. Et par ailleurs... Si vous me permettez, on peut aussi penser que ça sert à avoir du travail, c'est-à-dire un gagne-pain. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'objectif premier. Enfin, quand même, c'est l'un des objectifs aussi, non? Oui, mais quand ça devient la priorité, là c'est dangereux. On envoie des collégiens d'à peine 14 ans faire des stages en entreprise où ils apprennent essentiellement à apporter le café, à faire des photocopies. Vous ne croyez pas que leur place est quand même plutôt à l'école, à apprendre l'histoire de France ou de l'Europe? Extrait 2. Difficile pour nos auditeurs de l'imaginer en vous entendant si calme et si posé, mais il paraît que vous avez été une personne très colérique. Est-ce bien vrai? Extrait 3. Il paraît que vous avez parfois des relations houleuses avec vos partenaires de scène. Est-ce que vous êtes toujours fâché avec ce grand acteur que je ne nommerai pas ici? Eh bien ça, c'est lui qui me le dirait. Extrait 4. Tu te sens, toi, un élément de la diversité? Extrait 5. Alors, question définitive, Baptiste Etchegaray. Est-ce la mort annoncée du livre? Extrait 6. Quand on a du succès, on devient presque suspect. Les gens pensent que vous le faites exprès, alors que vous avez été choisi, élu, aimé. Ah, effectivement, ils pensent que vous le faites exprès, que vous appliquez toujours les mêmes recettes. Dans un journal qui parlait de votre dernier livre, j'ai lu « Tous les ingrédients sont là. Une fin heureuse, une histoire simple, avec des personnages qui se rencontrent, le tout agrémenté de philosophie humaniste, d'une pincée de mystère et d'un peu de dépaysement. » Ben, écoutez, en même temps, il n'y a pas que ce genre de critique. Il y a aussi de très bonnes choses dans ce qu'ils disent. Activité 15. Extrait 1. Ce qui est catastrophique selon moi, c'est qu'on fait croire aux enfants depuis quelques années que les études, ça sert à gagner de l'argent. Je ne suis pas d'accord. Les études, ça sert à se cultiver, à apprendre à réfléchir. Et par ailleurs... Si vous me permettez, on peut aussi penser que ça sert à avoir du travail, c'est-à-dire un gagne-pain. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'objectif premier. Enfin, quand même, c'est l'un des objectifs aussi, non? Oui, mais quand ça devient la priorité, là c'est dangereux. On envoie des collégiens d'à peine 14 ans faire des stages en entreprise où ils apprennent essentiellement à apporter le café, à faire des photocopies. Vous ne croyez pas que leur place est quand même plutôt à l'école, à apprendre l'histoire de France ou de l'Europe? Extrait 2. Difficile pour nos auditeurs de l'imaginer en vous entendant si calme et si posé, mais il paraît que vous avez été une personne très colérique. Est-ce bien vrai? Extrait 3. Il paraît que vous avez parfois des relations houleuses avec vos partenaires de scène. Est-ce que vous êtes toujours fâché avec ce grand acteur que je ne nommerai pas ici? Eh bien ça, c'est lui qui me le dirait. Extrait 4. Tu te sens, toi, un élément de la diversité? Extrait 5. Alors, question définitive, Baptiste Etchegaray. Est-ce la mort annoncée du livre? Extrait 6. Quand on a du succès, on devient presque suspect. Les gens pensent que vous le faites exprès,
alors que vous avez été choisi, élu, aimé. Ah, effectivement, il pense que vous le faites exprès, que vous appliquez toujours les mêmes recettes. Dans un journal qui parlait de votre dernier livre, j'ai lu « Tous les ingrédients sont là. Une fin heureuse, une histoire simple, avec des personnages qui se rencontrent, le tout agrémenté de philosophie humaniste, d'une pincée de mystère et d'un peu de dépaysement. » Ben, écoutez, en même temps, il n'y a pas que ce genre de critique. Il y a aussi de très bonnes choses dans ce qu'ils disent. Activité 16. Professeur Chigot, la première chose que fait un patient quand il est perdu, quand il y a eu une faute ou une catastrophe sanitaire pour lui, il s'adresse à son médecin. Il demande des explications au chef de service d'abord, non ? Pas toujours, non. Pas toujours. Pas toujours. Très souvent, quand les réclamations nous arrivent, parce que, je dis nous, parce que comme tout le monde, on est maintenant menacé, entre guillemets, par des réclamations, très souvent, on l'apprend seulement quand il y a un tribunal ou la commission régionale qui est saisie. Des patients de votre propre service que vous avez opérés vous-même. Absolument. C'est très, très curieux. Et ils n'ont pas eu de réflexe ? Non, de demander des explications. Alors que c'est finalement une des premières choses, dit-on, qu'attend le patient, Jean-Marc Oui, Morin. mais au lieu d'aller parfois demander des explications directement au médecin, effectivement, il va devant la commission régionale pour demander des explications, ou un expert est nommé. Et là, souvent, le chef de service doit aller s'expliquer dans cette commission. Et très souvent, moi, ce qui m'étonne beaucoup à la sortie de ces commissions, c'est que le patient vient dire « Ah, mais c'est ce que je voulais entendre depuis le début ». Activité 16. Professeur Chigot, la première chose que fait un patient quand il est perdu, quand il y a eu une faute ou une catastrophe sanitaire pour lui, il s'adresse à son médecin. Il demande des explications au chef de service d'abord, non ? Pas toujours, non. Pas toujours. Pas toujours. Très souvent, quand les réclamations nous arrivent, parce que, je dis nous, parce que comme tout le monde, on est maintenant menacé, entre guillemets, par des réclamations, très souvent, on l'apprend seulement quand il y a un tribunal ou la commission régionale qui est saisie. Des patients de votre propre service que vous avez opérés vous-même. Absolument. C'est très, très curieux. Et ils n'ont pas eu de réflexe ? Non, de demander des explications. Alors que c'est finalement une des premières choses, dit-on, qu'attend le patient, Jean-Marc Morin. Oui, mais au lieu d'aller parfois demander des explications directement au médecin, effectivement, il va devant la commission régionale pour demander des explications, ou un expert est nommé. Et là, souvent, le chef de service doit aller s'expliquer dans cette commission. Et très souvent, moi, ce qui m'étonne beaucoup à la sortie de ces commissions, c'est que le patient vient dire « Ah, mais c'est ce que je voulais entendre depuis le début ». Activité 17. Robert Badinter, un juriste en politique. C'est donc le titre d'une biographie qui vient de sortir chez Fayard, à propos de celui que nous connaissons tous et qui fut alternativement avocat, professeur de droit, ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, aujourd'hui encore sénateur et toujours militant de grandes causes comme l'abolition de la peine de mort en son temps, la construction d'une justice pénale internationale plus récemment et la défense des libertés en général. Une biographie de 500 pages, très documentée, comme le faisait justement remarquer le papier de recension du journal Le Monde il y a quelques semaines. Une biographie signée Paul Cassia, professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'université où Robert Badinter enseigna lui-même les libertés publiques. Paul Cassia que nous avons en ligne avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Vous passez donc en revue dans cet ouvrage les différentes facettes d'un de nos plus illustres juristes contemporains, ce qui évidemment n'est pas chose facile. Avez-vous réussi à identifier un fil conducteur dans ce parcours si singulier ? Je pense que oui, je pense que le fil rouge du parcours de Robert Badinter, c'est la lutte pour une justice respectueuse de l'état de droit, la lutte pour une justice qui garantit la liberté. C'est un combat qu'il a mené très tôt, d'abord en qualité d'avocat, c'est un combat qu'il a mené aussi comme professeur des universités, puisqu'il a fustigé des lois qualifiées par lui, peut-être pas par d'autres, mais par lui en tout cas, de liberticides prises à la fin des années 1970, je pense en particulier à la loi sécurité et liberté ou à la loi qui interdisait en pratique les manifestations.
C'est un combat qu'il a concrétisé à partir du début des années 1980 lorsqu'il a pu exercer des fonctions au sein de l'exécutif. Comme garde des Sceaux, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Alors, vous avez rappelé la loi abolissant la peine de mort. C'est un des aspects seulement de ce qui a été adopté au cours de la période 80-86. Je mentionnerai peut-être un point moins connu, sans doute pas de vos auditeurs, mais du grand public, c'est la possibilité pour le justiciable français de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le 9 octobre 1981 que cette possibilité a été reconnue, le même jour que l'abolition de la peine de mort, et on en voit les conséquences aujourd'hui encore de manière très marquée, puisque tous les procès, toutes les affaires, qu'elles soient judiciaires, pénales ou administratives, sont désormais sous le contrôle de cette juridiction gardienne des libertés. Voilà de quoi nous donner envie donc de relire ce parcours dans votre ouvrage. Paul Cassia, merci. Je rappelle le titre donc de cet ouvrage, Robert Badinter, un juriste en politique, paru chez Fayard. Activité 17. Robert Badinter, un juriste en politique. C'est donc le titre d'une biographie qui vient de sortir chez Fayard, à propos de celui que nous connaissons tous et qui fut alternativement avocat, professeur de droit, ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, aujourd'hui encore sénateur et toujours militant de grandes causes comme l'abolition de la peine de mort en son temps, la construction d'une justice pénale internationale plus récemment et la défense des libertés en général. Une biographie de 500 pages, très documentée, comme le faisait justement remarquer le papier de recension du journal Le Monde il y a quelques semaines. Une biographie signée Paul Cassia, professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'université où Robert Badinter enseigna lui-même les libertés publiques. Paul Cassia que nous avons en ligne avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Vous passez donc en revue dans cet ouvrage les différentes facettes d'un de nos plus illustres juristes contemporains, ce qui évidemment n'est pas chose facile. Avez-vous réussi à identifier un fil conducteur dans ce parcours si singulier ? Je pense que oui, je pense que le fil rouge du parcours de Robert Badinter, c'est la lutte pour une justice respectueuse de l'état de droit, la lutte pour une justice qui garantit la liberté. C'est un combat qu'il a mené très tôt, d'abord en qualité d'avocat, c'est un combat qu'il a mené aussi comme professeur des universités, puisqu'il a fustigé des lois qualifiées par lui, peut-être pas par d'autres, mais par lui en tout cas, de liberticides prises à la fin des années 1970, je pense en particulier à la loi sécurité et liberté ou à la loi qui interdisait en pratique les manifestations. C'est un combat qu'il a concrétisé à partir du début des années 1980 lorsqu'il a pu exercer des fonctions au sein de l'exécutif. Comme garde des Sceaux, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Alors, vous avez rappelé la loi abolissant la peine de mort. C'est un des aspects seulement de ce qui a été adopté au cours de la période 80-86. Je mentionnerai peut-être un point moins connu, sans doute pas de vos auditeurs, mais du grand public, c'est la possibilité pour le justiciable français de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le 9 octobre 1981 que cette possibilité a été reconnue, le même jour que l'abolition de la peine de mort, et on en voit les conséquences aujourd'hui encore de manière très marquée, puisque tous les procès, toutes les affaires, qu'elles soient judiciaires, pénales ou administratives, sont désormais sous le contrôle de cette juridiction gardienne des libertés. Voilà de quoi nous donner envie donc de relire ce parcours dans votre ouvrage. Paul Cassia, merci. Je rappelle le titre donc de cet ouvrage, Robert Badinter, un juriste en politique, paru chez Fayard. Activité 18. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com. Bonsoir, 10 bougies, et oui, 10 bougies déjà pour le PACS, le Pacte civil de solidarité, né en 1999 et qui est, comme on dit, entré dans nos mœurs, et aussi d'ailleurs, on va en parler dans notre droit, avec maintenant au total plus d'1 million de couples pacsés. L'an dernier, près de 146 000 couples ont ainsi choisi le PACS pour presque le double de mariages, 273 000, mais c'est sur ces 10 ans que les chiffres parlent peut-être le mieux.
6 000 Pax au tout début, en 99, 22 000 l'année suivante, c'est-à-dire la première année complète, et donc près de 7 fois plus 10 ans plus tard, maintenant, tandis que dans les mêmes 10 années, le nombre de mariages, au contraire, s'est légèrement effrité en passant d'un peu plus de 300 000 à 273 000. Activité 18. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com. Bonsoir, 10 bougies, et oui, 10 bougies déjà pour le PACS, le Pacte civil de solidarité, né en 1999 et qui est, comme on dit, entré dans nos mœurs, et aussi d'ailleurs, on va en parler dans notre droit, avec maintenant au total plus d'1 million de couples pacsés. L'an dernier, près de 146 000 couples ont ainsi choisi le PACS pour presque le double de mariages, 273 000, mais c'est sur ces 10 ans que les chiffres parlent peut-être le mieux. 6 000 Pax au tout début, en 99, 22 000 l'année suivante, c'est-à-dire la première année complète, et donc près de 7 fois plus 10 ans plus tard, maintenant, tandis que dans les mêmes 10 années, le nombre de mariages, au contraire, s'est légèrement effrité en passant d'un peu plus de 300 000 à 273 000. Activité 19. Et comme tous les samedis à cette heure-ci, nous ouvrons une page consacrée aux meilleures ventes de livres de la semaine avec Philippe Vallée. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Avec vous, nous allons évoquer le classement référence, le baromètre établi en partenariat avec le Figaro Magazine et l'Institut GfK. Et cette semaine, Philippe, Guillaume Musso conserve toujours la tête de notre liste. Et oui Raphaël, à 34 ans, Guillaume Musso nous offre son 6e livre, Je reviens te chercher. C'est un grand succès depuis 4 semaines maintenant. Suite de notre classement du Figaro Magazine avec à la 2e place Anna Gavalda pour La Consolante. Elle demeure bien placée depuis 9 semaines et elle est suivie en 3e position par Michael Connolly. Oui, Michael Connolly poursuit sa belle ascension avec son roman À genoux. C'est un roman policier qui se situe après le 11 septembre aux États-Unis et avec la peur des attentats sur le sol américain, on passe du problème du maintien de l'ordre aux libertés individuelles. Le personnage central est vraiment très attachant. Arrivent ensuite en 4e, 6e et 7e position les livres de la série Millennium. Oui, une série signée par le Suédois Stieg Larsson, évidemment, et on l'a dit, c'est le phénomène de l'hiver. Ce matin, le quotidien Libération s'interroge à sa une sur ce succès et consacre 3 pages entières à ce roman culte dont l'auteur est mort avant sa consécration mondiale. Autre réussite, Philippe, celle de Maxime Chatanne. Il se faufile en moins de 2 semaines dans les 5 premières places du classement du Figaro Magazine. Activité 19. Et comme tous les samedis à cette heure-ci, nous ouvrons une page consacrée aux meilleures ventes de livres de la semaine avec Philippe Vallée. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Avec vous, nous allons évoquer le classement référence, le baromètre établi en partenariat avec le Figaro Magazine et l'Institut GfK. Et cette semaine, Philippe, Guillaume Musso conserve toujours la tête de notre liste. Et oui Raphaël, à 34 ans, Guillaume Musso nous offre son 6e livre, Je reviens te chercher. C'est un grand succès depuis 4 semaines maintenant. Suite de notre classement du Figaro Magazine avec à la 2e place Anna Gavalda pour La Consolante. Elle demeure bien placée depuis 9 semaines et elle est suivie en 3e position par Michael Connolly. Oui, Michael Connolly poursuit sa belle ascension avec son roman À genoux. C'est un roman policier qui se situe après le 11 septembre aux États-Unis et avec la peur des attentats sur le sol américain, on passe du problème du maintien de l'ordre aux libertés individuelles. Le personnage central est vraiment très attachant. Arrivent ensuite en 4e, 6e et 7e position les livres de la série Millennium. Oui, une série signée par le Suédois Stieg Larsson, évidemment, et on l'a dit, c'est le phénomène de l'hiver. Ce matin, le quotidien Libération s'interroge à sa une sur ce succès et consacre 3 pages entières à ce roman culte dont l'auteur est mort avant sa consécration mondiale. Autre réussite, Philippe, celle de Maxime Chatanne. Il se faufile en moins de 2 semaines dans les 5 premières places du classement du Figaro Magazine.